et à leur placement en position de garde à vue. Et cela s'est fait sur mes instructions écrites. Maintenant, nous sommes arrivés à un point où la machine judiciaire va commencer à fonctionner normalement à partir de demain. La commission d'instruction va être saisie du dossier demain. C'est un organe composé de juges indépendants, très professionnels. Ils vont apprécier de la suite à donner à ce dossier, en toute indépendance. Nous pouvons considérer, le parquet, nous pouvons considérer que nous avons fait les 4/5e de notre mission. Voilà. Maintenant, nous laissons maintenant place à la commission d'instruction qui va se saisir du dossier à partir de demain. Qui sont à la base de la détermination de la compétence d'une juridiction déterminée, il faut retourner à la loi. Ce n'est pas parce qu'une personne pense qu'une juridiction est compétente ou parce qu'elle ne l'est pas que de facto, on va prendre une décision en ne s'appuyant pas sur les éléments légaux. Si on retourne, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, à la loi, aux deux lois combinées 81-53 et 81-54 du 10 juillet 1981, elle situe le moment de constitution du délit à un moment, de façon précise. En effet, non seulement l'exposé des motifs de la loi de 81-53 fait des développements subséquents sur la question, mais l'article 3 lui-même qui consacre la définition nous précise qu'il s'agit d'un délit instantané et qui se situe à la réponse apportée à la mise en demeure. C'est-à-dire qu'on ne peut considérer le délit caractérisé qu'au moment où la réponse est apportée à la mise en demeure. Si la réponse qui est apportée à la mise en demeure n'est pas satisfaisante, c'est à partir de ce moment que la loi situe la constitution du délit. Alors, si la personne répond à un moment où elle ne bénéficie pas... Voilà, laissez entrer. Asseyez-vous là, asseyez-vous. Vous les gérez? Forte mobilisation. Nous comprenons que ce sont les questions de l'heure qui l'exigent. Nous nous excusons pour, encore une fois, pour l'étroitesse de la salle dans laquelle nous vous accueillons. Et sans plus tarder, nous allons aborder la question qui nous occupe cet après-midi. Étant entendu que contrairement à la première fois, où il s'agissait d'une conférence de presse, aujourd'hui, on va se limiter à un point de presse. La raison est simple. Le dossier est actuellement à un niveau tel qu'on ne puisse pas se prononcer sur le fond de l'affaire. Or, en ouvrant les questions, inévitablement, nous aborderons ces questions de fond. Je commence d'abord par remercier ou féliciter plutôt les enquêteurs de la section de recherche de la Gendarmerie nationale qui ont fait preuve de professionnalisme dans cette enquête-là. Ils ont travaillé d'arrache-pied de nuit comme de jour et j'en suis un témoin principal, de même que mon substitut, Antoine Diom, qui est à côté de moi. Et donc, nous les encourageons, le commandant Chersar et son équipe, à aller de l'avant, de même que tous les autres OPJ qui travaillent donc dans le cadre de ces enquêtes.
nous sommes à la fin de la première période de cette procédure concernant M. Karim Wade. Excusez-moi de le nommer. L'enquête a démarré à proprement parler le 2 octobre 2012. L'audition, sa première audition, a eu lieu le 15 novembre 2012 et le 8 mars 2013, nous avons reçu le dossier bouclé par les enquêteurs. Ce délai a paru long pour certains, mais c'est parce que peut-être qu'ils ont une certaine ignorance, disons, de la procédure en matière d'enrichissement illicite et de la particularité de ce type d'enquête qui est l'enquête de patrimoine. Parce que jusqu'ici, on était habitué aux enquêtes traditionnelles qui portent sur la constatation de faits, la recherche des auteurs des faits, de l'infraction et le déferment, en tout cas la traduction des personnes concernées devant la juridiction de jugement. Ici, nous sommes dans un autre type d'enquête. Parce que cette enquête vise à rechercher des biens qui ont été dissimulés depuis longtemps. Dissimulés aussi bien sur le territoire national qu'à l'étranger. Ne serait-ce que la recherche de ces biens constitue vraiment une tâche extrêmement ardue. Mais nous nous sommes attelés à cela et nous avons réussi à vraiment trouver un certain nombre d'éléments. Autre particularité de cette procédure, c'est qu'après l'enquête, vous la connaissez tous, il y a la procédure de la mise en demeure qui dure 1 mois. Et dure tant que cette mise en demeure n'est pas effectuée et n'a pas pris fin, nous ne pouvons pas prendre des mesures concernant l'arrestation ou en tout cas le déclenchement des poursuites judiciaires. Donc ces mesures ne peuvent être prises qu'après la fin de la mise en demeure. Pour le cas qui nous concerne, la mise en demeure a été effectuée le 15 mars et elle a pris fin hier, 15 avril, à 12 h. Nous avons reçu, ça vous le savez, des documents émanant des conseils de M. Wade. On nous reproche d'être allé trop vite en besogne. Je pense que c'est le lieu de rétablir la vérité. Parce qu'en fait, de documents de 3000 pages, nous avons reçu plusieurs brochures. Et la première est intitulée « Mémoire de réponse du ministre d'État Karim Wade suite à la mise en demeure effectuée par le procureur spécial ». Et c'est dans ce document que toutes les réponses, aussi bien sur la forme que sur le fond, la forme, c'est-à-dire l'immunité attachée à la qualité de ministre, l'incompétence de la CREI, et sur le fond, donc toutes ces réponses sont consignées dans ce document de 42 pages. Et tout le reste est constitué de documents annexes. S'ils ont dit qu'ils ont rédigé 3000 pages, ce n'est pas exact. Ils n'ont rédigé que 42 pages. Et tout le reste, ce sont des documents annexes. Des documents émanant des cabinets de notaires, des documents concernant les sociétés, les statuts des sociétés, tout ça. Et il faut également rétablir la vérité, parce que j'ai entendu ce matin un des conseils de M. Wade dire que c'est 30 minutes après avoir reçu
les documents que nous avons procédé à l'arrestation de M. Karim Wade, ce qui est archi faux. Nous avons reçu les dossiers à 11h35. Donc à 25 minutes avant la fin du délai d'1 mois. Nous nous sommes enfermés dans mon bureau, mon substitut et moi, pour lire le document de 42 pages qui contient encore une fois toutes les réponses, aussi bien sur la forme que sur le fond. Et chaque fois qu'il y a un renvoi vers une pièce annexe, nous recherchons la pièce annexe. C'est ainsi qu'au bout de 2 heures, nous avons lu l'intégralité du document et nous nous sommes fait une religion très précise sur la qualité des réponses apportées par M. Wade. Et d'ores et déjà, n'étant pas du tout convaincus de la pertinence de ces réponses, nous avons pris les mesures idoines qui ont consisté à procéder à l'arrestation de M. Wade et de tous ceux qui sont considérés comme étant ses complices dans le stellaire ou inexact. Pour cette raison, ici comme ailleurs, il est permis de livrer des éléments objectifs tirés de la procédure, mais qui, au demeurant, ne comportent aucune appréciation sur le bien fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. Mais auparavant, et avant d'en arriver là, il ne serait pas sans importance que de rappeler les termes du délit d'enrichissement illicite à raison duquel nous faisons toutes les actions qui ont été déjà engagées, naturellement dans sa poursuite en vue de sa répression, mais aussi la procédure qui lui est applicable. S'agissant du délit d'enrichissement illicite, il est prévu et puni par l'article 81-53 du 10 juillet 1900. Ce qu'on retrouve dans ce classique, ce sont des auditions, ce sont des perquisitions, ce sont des saisies de documents ou d'objets en rapport avec l'infraction auquel on assiste. Mais dans le cadre d'une enquête de patrimoine, les techniques d'investigation financière reposent essentiellement sur la détection, l'identification d'un bien en vue de leur saisie. Alors, ces techniques-là sont mises à contribution parce que, comme il l'a dit, ce qui caractérise l'enquête de patrimoine, c'est la dissimulation du bien. Il faut donc nécessairement, dans le cadre des démonstrations, expliquer en quoi existe-t-il un lien juridique et ou économique entre le bien en question et la personne qui est poursuivie. C'est pourquoi, et donc, sans transition, je vais vous livrer, comme je l'ai indiqué dans le propos liminaire, des éléments objectifs tirés de la procédure peuvent vous être livrés. Mais ceci dans le strict respect des droits de la défense, et nous n'apporterons pas une appréciation sur la valeur qu'il faut accorder aux charges qui ont été découvertes dans le cadre de la présente enquête. Et sur les éléments objectifs, il est utile de savoir qu'une véritable ingénierie financière frauduleuse a été mise à nu, reposant essentiellement sur un système avec 2 déclinaisons de prête-noms. On a découvert des prête-noms simples qui pouvaient ignorer jusqu'aux caractéristiques de l'objet social. Quand il s'agit des personnes morales de droit privé, je veux parler de sociétés, les prête-noms simples pouvaient ignorer jusqu'aux caractéristiques se rapportant à l'objet social ou bien à l'activité des sociétés dont il était censé être les associés uniques ou associés majoritaires. Ça, c'est le premier système qu'on a découvert, système de prête-noms simple. Il y a eu un deuxième système de prête-noms qui reposait sur, cette fois-ci, des prête-noms opérationnels. Au risque de me répéter, on a eu droit également, on a découvert également des prête-noms opérationnels qui prenaient une part active dans la réalisation de l'enrichissement illicite. Mais à chaque fois que par des témoignages, à chaque fois que par des documents, à chaque fois que par une analyse financière, on aboutit à un lien entre un enrichissement et une personne physique, dirigeant d'une personne morale de droit privé ou prise est-ce non, mais naturellement, on ne peut qu'engager des poursuites en son encontre. C'est la loi qui le prévoit ainsi parce que c'est l'alinéa dernier de l'article 3 de la loi 81-53
du 10 juillet 1981 dont j'ai tantôt parlé, qui le prévoit expressément. Alors, en dehors de ce système d'ingénierie financière reposant premièrement sur le système de prête-nom, on a également découvert des montages complexes. Aujourd'hui, il est plus qu'important de savoir aussi que des secteurs clés de l'économie nationale sont détenus par des sociétés offshore. Ça, c'est une réalité, basée principalement dans 3 pays. Le Panama, les îles Vierges britanniques et le Luxembourg. Beaucoup de secteurs clés économiques, beaucoup de secteurs clés de l'économie nationale aujourd'hui sont détenus par des sociétés offshore basées au Panama, dans les îles Vierges britanniques et au Luxembourg. Et même s'il ne s'agissait que de cela, on aurait pu dire que simplement les personnes qui sont derrière ces sociétés ont voulu, dans le choix qui est le leur, implanter ces structures dans des sociétés, dans des pays présentant certains avantages de certaine nature. Mais même avec les registres d'action qui ont été produits pour éclairer sur la composition du tour de table de l'actionnariat, on a découvert un véritable système de société à tiroir, c'est-à-dire intégrant, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une société offshore, on voit que derrière, il y a une autre société offshore qui en est propriétaire. C'est ça la réalité qui a été découverte. Et les témoignages ainsi que documents parviennent de créer un lien entre ces sociétés et des personnes identifiées. Ça aussi, c'est la réalité. Et au-delà de ce premier mécanisme qui consiste à créer des sociétés à tiroir, il y a eu également l'établissement de conventions réglementées qui consacraient l'exclusivité de fourniture à ces sociétés offshore par rapport à certaines sociétés de droit local. Autrement dit, vous avez une société de droit local qui est là, implantée dans un secteur juteux de l'économie nationale, qui contracte avec une société offshore, à laquelle elle consacre l'exclusivité en matière de fourniture et de services. Mais cela permet tout simplement de faire sortir des capitaux. C'est un système qui permettait de faire sortir des capitaux, ni plus ni moins. Et dans le même temps, on a découvert également d'autres sociétés offshore dont la spécialité était tournée vers la facturation de services qui n'existaient que dans l'imagination de leurs auteurs. Sans contrepartie réelle donc des paiements qui ont été faits. Et ceci, on a les documents qui le prouvent, à porter souvent sur des millions de dollars ou d'autres fois sur des millions d'euros. C'est une réalité et c'est dans le dossier. Alors, l'autre découverte portant sur un élément objectif, c'est qu'il y a eu des partenariats techniques conclus avec des groupes mondialement connus, mais dont le seul objectif visait à utiliser les références ou le nom commercial en contrepartie du reversement d'un reversement du pourcentage d'un chiffre d'affaires annuel. C'est un élément objectif du dossier. Au-delà aussi de cet élément, il y a eu des virements bancaires. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, au stade actuel de la procédure, polémiquer sur tel ou tel élément ou tel autre relativement à des informations qui ont été distillées dans le but de semer une confusion. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que dans le dossier, il y a des virements bancaires qui ont été découverts de paradis fiscal à paradis fiscal. C'est une réalité. Et qui concerne des Sénégalais connus de tous. Et pour parachever, ou en tout cas mettre en œuvre tout ce système, la stratégie a toujours consisté à se reposer sur des amis, sur des proches et sur les employés de ses amis ainsi que de ses proches. Voilà, en résumé et au total, succinctement présenté les éléments légaux pour lesquels il fallait apporter des rappels visant à faire comprendre à tous les éléments légaux pour lesquels il fallait apporter des rappels visant à faire comprendre à tous ce à quoi consiste le délit d'infraction
le délit, donc, autant pour moi, le délit d'enrichissement illicite, ainsi que la procédure qui lui est applicable, mais au-delà, vous livrez quelques éléments objectifs en vue de vous permettre d'apprécier de la pertinence de toutes les démarches qui ont été entreprises et le cadre global légal à l'intérieur duquel elles ont eu lieu. Et donc c'est sans plus tarder que je vais en wolof